Voilà, donc du coup, je vais demander à Thierry Simoneau de me rejoindre. Donc Thierry est directeur de recherche de l'INRA Montpellier. Il dirige le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, et qui travaille notamment sur l'adaptation du matériel végétal pour réduire les besoins en eau des vignes et des plantes en général. Et en plus, je dirais qu'on est tout particulièrement proche de Thierry et du LEPS, puisque mon associé Thibaut Scolache a fait sa thèse au LEPS, et donc c'est en partie grâce à eux qu'on est là où on est. Voilà, donc je te mets ta présentation. Bon, eh bien, bonjour, et puis merci aux deux partenaires organisateurs de cette conférence de m'avoir laissé l'occasion de vous présenter quelques travaux de recherche. Donc ça va attaquer peut-être un petit peu dur. J'aurais préféré effectivement parler après Jean-Marc Touzard, puisque mon intervention s'inscrit parfaitement dans un des axes qu'aurait évoqué Jean-Marc Touzard et qu'il va évoquer donc un petit peu plus tard. En effet, je me suis intéressé avec mes collègues et plusieurs partenaires à l'adaptation du matériel végétal, donc plutôt le volet génétique qui vient compléter le volet viticulteur, qui permet d'optimiser en fait l'usage de l'eau par les plantes. Et on est bien dans cette logique d'optimisation dont on vient de parler. Il ne s'agit pas simplement d'apporter l'eau aux plantes, mais il s'agit de l'apporter de la meilleure façon possible, de façon à réduire les concurrences avec d'autres usages. Vous me permettrez aussi de faire une petite évocation sur Éric Lebon, qui aurait dû être là aujourd'hui à ma place, qui connaît bien mieux la vigne que moi, et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs leviers d'action pour réduire, optimiser l'usage de l'eau. Et le levier auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est le levier génétique. On bénéficie à Montpellier d'une équipe assez importante qui travaille sur la génétique de la vigne. Cette équipe maintient une des collections les plus importantes du genre Vitis en général, donc pas simplement de Vitis vinifera, mais de bien d'autres espèces dans le genre Vitis. Et il est intéressant de se poser la question, face au changement climatique, de savoir si on peut aussi jouer sur ce levier-là pour pouvoir adapter les systèmes de production au climat qui nous attend dans les années à venir. Et vous savez que le principal enjeu, quand on parle d'eau pour la plante, c'est de réussir à bien tirer parti de ce compromis qui est nécessaire entre l'absorption du CO2 atmosphérique par le processus de photosynthèse qui permet la production de la matière végétative, mais surtout de la production récoltée, la production de sucre, etc. Et malheureusement, cette assimilation du dioxyde de carbone atmosphérique, se fait à un coût, se fait aux dépens d'une perte d'eau à travers ces petits pores microscopiques qui tapissent la surface des feuilles de vigne, qui sont les stomates. Et donc, ce qu'il s'agit de réaliser, c'est le meilleur compromis entre l'ouverture de ces stomates qui permet de faire favoriser l'entrée du dioxyde de carbone, mais qui, malheureusement, a un coût, la perte d'eau par transpiration. À cela, on peut ajouter le fait que pour avoir une photosynthèse maximale, il faut aussi capter un maximum d'énergie, donc avoir une surface foliaire maximale, la plus grande surface foliaire possible. Et là encore, ça se fera aux dépens d'une transpiration plus forte si on augmente la surface foliaire. Donc, ce compromis, on a l'habitude de l'étudier à travers le rapport qu'il y a entre chaque gramme de récolte par unité d'eau utilisée, par gramme d'eau utilisée. Ce ratio-là, on l'appelle l'efficience d'utilisation de l'eau. Et c'est ce critère-là qu'on a essayé d'optimiser en regardant sa variabilité génétique. Alors, on a essayé de le faire au vignoble, puisque c'est les conditions qui nous intéressent in fine. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'on a fait au vignoble, ce qui se fait au vignoble. C'est pas très simple, parce que le vignoble, c'est quand même des conditions éminemment variables. Alors, pour commencer, je veux rappeler que l'utilisation de l'eau au vignoble, c'est principalement le résultat de l'évapotranspiration. Alors, en ce qui concerne la plante, surtout la transpiration. L'évaporation, c'est celle du sol.
Donc là, comme je parle de génétique, je vais surtout parler de transpiration. Et cette transpiration, elle est fortement variable avec la demande évaporative. Donc ici, j'ai représenté cette demande évaporative à travers ces petits symboles-là. Une atmosphère plutôt humide, très humide, moyennement humide, très sèche. Et la transpiration varie en même temps que varie cette demande évaporative. Lorsqu'elle est forte, la transpiration est forte. Lorsqu'elle est faible, la transpiration est plus faible. Et puis ça varie évidemment avec la teneur en eau du sol, ça vous le savez tous. Lorsque le sol est bien pourvu en eau, eh bien cette transpiration est forte. Et puis quand le sol se dessèche, au fur et à mesure qu'il se dessèche, la transpiration est réduite. Ah, ça se fait pour plusieurs raisons, mais principalement du fait de la fermeture des petits pores microscopiques, là, les stomates, qui réduisent la consommation en eau de la vigne. Et puis, la surface foliaire aussi est un déterminant majeur de la consommation d'eau par la plante. C'est souvent ce critère-là sur lequel on agit au cours de la culture, en réduisant la surface foliaire, et puis même avant la plantation, dès la plantation, en choisissant une densité de plantation appropriée au climat local. Donc tous ces facteurs de variation gênent considérablement la caractérisation, la comparaison des génotypes au vignoble, et donc il faut réussir à standardiser les conditions de mesure sur ces différents critères. Alors, on utilise des appareils un petit peu tordus comme celui-là, qui est un appareil de mesure des échanges gazeux, donc qui mesure exactement la quantité de dioxyde de carbone qui rentre dans la plante aux dépens de la quantité d'eau qui sort de la plante. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à optimiser, ce critère de d'efficience d'utilisation de l'eau. Et pour ça, l'appareil stabilise les conditions de mesure dans la chambre de mesure, une espèce de petite pince dans laquelle on enferme un morceau de feuille, et stabilise en même temps la surface de mesure, puisque cette petite pince détermine exactement une surface d'échange bien normalisée, bien standardisée. Donc ça permet d'augmenter les caractérisations et d'avoir une estimation objective de la capacité des plantes à photosynthétiser en même temps que de la capacité des plantes à transpirer. Et donc on a directement accès à ce ratio entre chaque gramme d'eau utilisée et la quantité de biomasse produite, l'efficience d'utilisation de l'eau. Donc c'est muni de ces outils-là, il y a de nombreuses études qui ont été entreprises et qui permettent de comparer des génotypes dans beaucoup de vignobles, beaucoup de situations. Et malgré tout, il est difficile de tirer un paysage clair de toutes ces études-là, principalement parce que les conditions de transpiration varient malgré tout entre ces différentes régions d'études. Et même si on stabilise les conditions de mesure sur un petit morceau de feuille, grâce à ces appareils que je vous ai présentés, malgré tout, le reste de la plante continue à transpirer plus ou moins suivant les conditions, les situations étudiées. Et ça peut perturber l'étude et changer le classement des génotypes, des variétés qu'on étudie. Et puis, les conditions de disponibilité en eau dans le sol sont extrêmement difficiles à contrôler, en fait. Même dans un vignoble expérimental, c'est assez difficile d'avoir une très bonne caractérisation de la disponibilité en eau du sol. Et évidemment, les variétés qui transpirent plus que les autres vont avoir tendance à épuiser l'eau du sol plus vite que les autres. C'est assez difficile de piloter ça finement, variété par variété, même lorsqu'elles cohabitent dans le même vignoble. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire malgré tout dans un vignoble expérimental situé près de Montpellier, à Villeneuve-les-Maguelones, sur un domaine de l'école d'agronomie de Montpellier, le domaine du chapitre, où on a réalisé plusieurs années de mesures, au moins 2 là, avec toute une collection génétique intéressante, puisqu'il s'agissait du croisement entre 2 cépages bien emblématiques du Languedoc-Roussillon au moins, la Syrah et le Grenache. Et on a réussi à planter à peu près 200 descendants de ce croisement-là, donc 200 fils de ce croisement entre Syrah et Grenache, dans ce même vignoble, avec une succession de 5 pieds à chaque fois, et on change de génotype tous les 5 pieds. Donc on a caractérisé le fonctionnement de ce vignoble, et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on était vraiment dans des conditions de bonne homogénéité de l'état hydrique du sol. Et on l'a en partie contrôlé pour répondre à nos objectifs en séparant la parcelle en 2, une partie en déficit hydrique modéré et une partie qui est restée bien irriguée, ce qui nous a donné ce plan vu de dessus, avec
à peu près un peu plus d'un demi-hectare, avec tous les descendants là, ici, entre Syrah et Grenache, qui sont soumis à un déficit hydrique, et ici, tous les descendants entre Syrah et Grenache qui sont bien irrigués. Mais on a complété cette caractérisation en plantant un des 2 cépages parentaux, là, le Grenache, c'est les petites taches vertes qu'on voit ici, les petites placettes vertes qu'on voit ici. On l'a planté, réparti de manière uniforme sur toute la parcelle, aussi bien du côté soumis à un déficit hydrique que du côté irrigué. Et ça nous a permis de caractériser quelque chose qui représente bien l'état hydrique du sol, c'est le potentiel hydrique de base, que plusieurs d'entre vous sans doute connaissent ici, qui est une mesure en fait de l'état hydrique de la plante en fin de nuit, à un moment où on suppose qu'elle est en bon équilibre avec l'état hydrique du sol. Donc en mesurant cet état hydrique de la plante en fin de nuit, on a ainsi une bonne estimation de l'état hydrique sur chaque petit point vert là, sur cette parcelle. Ça nous donne quelque chose comme ça, avec les mesures les plus élevées en bleu ici, foncé, et puis les mesures les plus faibles en jaune, voire en orange, voire en rouge. Ça allait donc de 0 mégapascal à moins 1 mégapascal pour les états hydriques les plus déficitaires sur la plante. Donc cette cartographie-là, finalement, était une bonne cartographie de notre parcelle et montrait des hétérogénéités attendues, celles liées au choix d'irrigation ou de déficit hydrique, mais également des hétérogénéités non attendues qu'on a cartographiées de manière plus large sur toute la parcelle par des techniques de statistiques, d'interpolation spatiale, qui nous a permis de dresser cette cartographie de la disponibilité en eau dans toute la parcelle, aussi bien sur la partie irriguée que sur la partie soumise à un déficit hydrique. Ensuite, on s'est intéressé aux critères qui nous intéressaient, l'efficience d'utilisation de l'eau. C'est pas facile à mesurer à grande échelle et à grand débit assez vite sur 200 plus 200 génotypes, 400 en tout, 200 variétés et 200 descendants de ces croisements Syrah-Grenache qui sont de ce côté-là, 200 qui sont de ce côté-là. Donc on a utilisé un critère qui est largement utilisé aussi, c'est la discrimination isotopique du carbone mesurée dans les mous, qui est un bon indicateur de cette efficience d'utilisation de l'eau. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, le principe de cette détermination-là est basé sur le fait que dans l'air, on a une petite proportion des atomes de carbone qui composent le dioxyde de carbone, qui est du carbone un peu plus lourd que le carbone le plus fréquent, le carbone 12. Donc on a du carbone 13, un tout petit peu plus lourd. Et ce carbone 13 a plus de mal que le carbone 12 à passer toutes les barrières, que ce soit les barrières pour rentrer dans liées au trajet pour rentrer dans les feuilles et aller jusqu'au site où a lieu la photosynthèse, ou bien les étapes biochimiques de transformation de ce dioxyde de carbone atmosphérique en sucre, utilisé pour la production et la production donc, de la récolte. Donc cette méthode-là a été appliquée sur tous les descendants. On a pu mesurer la discrimination isotopique du carbone, qui est d'autant plus forte que les échanges sont élevés. Ça a donné cette cartographie-là. Et dès cette étape, on peut se rendre compte qu'il y a une bonne adéquation globalement. C'est peut-être pas trop évident sur cette cartographie, mais on a une bonne adéquation entre la cartographie de cette efficience d'utilisation de l'eau approchée par ce critère-là, la discrimination isotopique du carbone dans les mous, et la cartographie de disponibilité en eau dans le sol qu'on a établie à partir des mesures de potentiel hydrique de base. Sur ce graphique-là, c'est peut-être un peu plus évident. Là, j'ai mis directement en regard le potentiel hydrique de base, mesuré sur sur le Grenache uniquement ici, sur chacune de ces petites placettes-là, et la discrimination isotopique du carbone, mesurée également sur ces petites placettes-là. Et on a effectivement cette bonne relation qui traduit bien ce lien entre la discrimination isotopique du carbone et la disponibilité de l'eau. Donc on a corrigé finalement les valeurs de discrimination isotopique du carbone mesurées pour chacun des descendants du croisement Syrah-Grenache sur toute la parcelle. On a corrigé ces valeurs-là par les petits écarts de teneur en eau du sol par rapport à la moyenne de chaque traitement, qu'il soit irrigué ou stressé. Et ça nous a permis d'avoir
accès à une information génétique beaucoup plus puissante. On n'avait rien de facile à détecter en l'absence de cette correction. Par contre, avec cette correction-là, on a pu entreprendre des analyses génétiques qui nous ont donné des résultats intéressants. Donc l'analyse génétique, en fait, elle se base sur le fait qu'on essaye de mettre en relation toutes ces valeurs de discrimination isotopique du carbone, d'efficience d'utilisation de l'eau, avec l'information génétique qu'on peut avoir sur chacun des descendants. Les parents, vous savez, chez la vigne, il y a 19 paires de chromosomes, et les parents peuvent avoir sur chacune de ces paires de chromosomes, par exemple ici sur la paire de chromosomes numéro 1, peuvent porter à chaque position sur le chromosome, peuvent porter deux types d'informations, deux séquences différentes, que j'ai représentées ici par deux petites couleurs différentes, orange ou vert. Ça c'est vrai pour le parent Grenache, et c'est vrai aussi pour le parent Syrah, que j'ai représenté ici par une information génétique coloriée en rouge et une autre information génétique coloriée en bleu. Quand on croise ces deux parents, les descendants, et c'est ça qui donne toute la variabilité qu'on observe dans la parcelle, eh bien les descendants, ils peuvent avoir une composition sur ces deux chromosomes, soit orange-rouge, orange tiré du Grenache, rouge tiré de la Syrah, soit orange-bleu, orange tiré du Grenache, bleu tiré de la Syrah, obtenu par croisement, soit vert-rouge, soit vert-bleu. Donc on a plusieurs possibilités, et à chaque fois on peut regarder pour chaque position, sur chacune des combinaisons obtenues chez les descendants, s'il y a un bon lien entre la composition génétique des descendants et cette efficience d'utilisation de l'eau mesurée par cet estimateur qui est la discrimination isotopique du carbone. Et donc, on a réussi à identifier une des positions ici, sur le chromosome numéro 18, qui effectivement était bien liée avec cette efficience d'utilisation de l'eau. Ça veut dire qu'on peut tirer parti de la variabilité qui existe au sein des variétés de vignes, à ce niveau-là du génome, pour essayer de sélectionner la variété qui serait la plus efficiente dans l'utilisation de l'eau, celle qui produit le plus de biomasse par unité d'eau consommée. Donc c'est un critère qu'ensuite on peut extrapoler à d'autres contextes génétiques, mais pour l'instant on s'est arrêté là sur cet axe-là. On a voulu ensuite accélérer notre détection. C'est quand même assez lourd, toute cette démarche qu'on a faite, toutes ces études qu'on a faites au champ, c'est quand même assez lourd. Donc on a voulu accélérer cette détection, et pour ça on a utilisé des plateformes de phénotypage, donc des espèces d'automates, qui sont constitués de rubans convoyeurs, un peu comme dans les cantines, qui donc déplacent les plantes et les font passer sur des systèmes de pesée, d'irrigation et d'imagerie. Et donc avec ces systèmes-là, d'irrigation et de pesée, on peut avoir accès directement à la transpiration de la plante, simplement par des pesées répétées successives. Et puis avec le système d'imagerie, on peut avoir accès au grandissement de la plante, à sa croissance, donc au moins sa biomasse végétative ici dans ce cas-là. Et donc, on a exactement ce qu'on cherche. On veut optimiser l'usage de l'eau pour la croissance. On a exactement les deux paramètres qui nous permettent de calculer l'efficience d'utilisation de l'eau, l'efficience de transpiration, comme on l'avait au champ avec notre discrimination isotopique du carbone. Donc on a fait le même type d'analyse génétique, comme tout à l'heure, et on a trouvé également que cette position-là qu'on avait détectée au champ était effectivement bien liée aussi à une variation génétique de l'efficience de transpiration dans notre plateforme. Donc ça nous a assez rassurés, on s'était dit, chouette, ce qu'on fait dans nos plateformes en conditions contrôlées correspond bien, au moins en partie, à ce qu'on observe au champ. Donc on a continué, et on a essayé de détecter toutes les positions qui étaient bien liées à l'efficience de transpiration, de façon à essayer de trouver la meilleure variété qui aurait la meilleure combinaison génétique sur chacune des positions favorables à cette bonne utilisation de l'eau par la plante. Donc on en a trouvé plusieurs, vous voyez tous ces petits bâtons que vous voyez là. Et évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi on en obtient plus en plateforme qu'au champ ? La première raison, c'est qu'on est beaucoup plus précis en plateforme de phénotypage dans les conditions contrôlées qu'au champ. Mais ce n'est pas la seule raison. Quand on en réfléchit un petit peu, ce qu'on a fait au champ, l'utilisation de la discrimination isotopique du carbone concerne principalement ce qui se passe le jour, c'est-à-dire ce qui est permis par la photosynthèse, donc quand il y a la lumière, et qui est échangé avec de l'eau. Cette discrimination isotopique du carbone dépend essentiellement de cette phase lumineuse.
Et par contre, en plateforme, on a pesé les pots jour après jour. Et donc, on a caractérisé une consommation d'eau globale. Une consommation d'eau qui avait lieu le jour, bien sûr, mais également la nuit. Et la nuit, en absence de photosynthèse, pardon. Il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de photosynthèse. Ce qui fait que l'eau qui est utilisée la nuit est beaucoup moins efficiente que l'eau qui est utilisée le jour et qui sert à la photosynthèse. Donc on a, pour ainsi dire, une perte d'efficacité de l'eau si on considère que cette transpiration-là ne sert que à la photosynthèse. Et donc ça nous a permis de postuler qu'on pourrait éventuellement augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau par les variétés si on sélectionnait celles qui utilisaient moins d'eau la nuit. Donc on a exploré cette piste-là en pesant les plantes, en les sortant de cette plateforme-là et en les pesant très précisément, parce que ça demande beaucoup de précision, la nuit et le jour. On les a même ensaché le pot pour pas confondre l'évaporation du sol et la transpiration de la plante, pour bien être sûr de travailler que sur la composante transpiration par la plante. Et puis on a normalisé tout ça par les surfaces foliaires qu'on avait obtenues grâce à l'imagerie des plantes. Et alors là, sur ce graphique-là, on voit qu'il existe effectivement un lien génétique entre l'efficience de transpiration et la transpiration qu'on a mesurée la nuit, pour laquelle on a détecté également des positions sur le génome qui étaient bien liées à cette variation de transpiration la nuit. Donc c'est tous les cercles gris là, qui entourent à la fois une position du génome impliquée dans le contrôle de l'efficience de transpiration, la bonne utilisation de l'eau, et puis le contrôle de la transpiration de nuit. Donc vous voyez, il y a 4 zones là au moins, où il y a effectivement ce lien qu'on attendait entre ces deux grandeurs. Mais il y en a une autre là, une transpiration de nuit qui ne semble pas liée avec l'efficience d'utilisation de l'eau. Donc là, il y aurait de la variation de transpiration la nuit qui ne nous permettrait pas de gagner en efficience d'utilisation de l'eau. Donc on s'est posé la question de pourquoi ça. Eh bien en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien ici fort, un lien génétique fort avec la transpiration de jour. Et ça, c'était notre grande crainte, c'était qu'on n'arrive pas à sélectionner des variétés qui aient une transpiration de nuit réduite et qui en même temps maintiennent quand même des bons échanges le jour pour permettre de favoriser la croissance. Donc ici, sur cette position du génome, on a précisément le cas qui nous ennuie, où les deux sont liés, et on ne peut pas réduire la transpiration la nuit sans réduire en même temps la transpiration et donc la croissance, la photosynthèse le jour. Donc on s'est dit, cette zone-là, il faut mieux l'éviter, il ne faut pas sélectionner sur cette zone-là, il faut sélectionner sur les autres zones. Voilà. Et en particulier, là, je vous montre un exemple. Qu'est-ce qui se passerait si on sélectionne sur cette zone-là? Donc, au sein de notre population, il y a 4 possibilités d'information génétique sur cette zone-là. Je vous l'avais dit, ces petits carrés de couleurs qui représentent les différentes informations génétiques. Si je regroupe les descendants sur la base de cette information génétique, là, ça me donne les 4 catégories suivantes, pour lesquelles j'ai bien 4 niveaux de transpiration de nuit qui sont très différents. Donc on passe ici à un paquet de descendants qui consomment beaucoup d'eau la nuit, et ici des descendants qui en consomment moins. Et effectivement, ceux qui consomment moins d'eau la nuit sont plus efficaces dans leur utilisation de l'eau pour la croissance en biomasse. Les perspectives de ce travail, c'est d'étendre la diversité génétique étudiée, parce qu'une des grosses limites de ces études, c'est de travailler sur une descendance entre Syrah et Grenache. Vous avez vu que j'ai mis que 4 couleurs, c'est pas beaucoup par rapport à la diversité génétique qui existe chez la vigne. J'aurais pu mettre beaucoup plus de couleurs si j'avais étudié plus de variétés, de cépages et même d'autres espèces du genre Vitis qui sont disponibles dans les collections de nos collègues de Montpellier. Et c'est l'étape qu'on prépare là pour les années à venir. Et puis, grâce à cette information génétique, l'intérêt de descendre assez fin au niveau de l'information génétique, c'est de pouvoir combiner ces caractères-là avec d'autres caractères qui seraient détectés de la même manière, mais sur d'autres critères qui sont intéressants pour la production directement, là cette fois-ci, à savoir les caractères de qualité gustative du vin, par exemple. Ça nous permettrait aussi d'aller chercher de la variabilité d'une autre façon, dans la variabilité clonale par exemple. Si on cherche à maintenir la typicité des vins, eh bien, sélectionner des variétés qui sont trop éloignées des typicités actuelles risque de poser des problèmes en termes de marché, alors qu'avec de la variabilité clonale, on peut espérer
s'écarter moins de la typicité actuelle pour développer des variétés intéressantes. En même temps, il y a des collègues à Bordeaux qui travaillent sur les porte-greffes, qui sont aussi des déterminants majeurs dans l'utilisation de l'eau par la plante. Donc il s'agira de combiner les résultats de ces deux types d'études. Et j'ai juste mis une petite illustration des travaux de nos collègues de Bordeaux qui mettent en évidence que la tuyauterie, j'ai mis ça entre guillemets, en fait c'est le xylème, les vaisseaux conducteurs, sont apparemment des déterminants majeurs de l'utilisation de l'eau par le porte-greffe qui se répercute donc sur l'utilisation de l'eau par toute la plante. Pour conclure, je dirais que on a une caractérisation des ressources génétiques qui est vraiment en plein essor là actuellement grâce aux techniques que je vous ai montrées, pas simplement au vignoble mais également en plateforme de phénotypage. Ça nous offre de nouvelles pistes pour sélectionner des variétés dont on contrôle mieux les besoins en eau et surtout pour lesquelles on peut optimiser l'utilisation de l'eau. Même dans les conditions irriguées, on a intérêt à ce que l'eau qui est apportée aux plantes soit la mieux utilisée possible. Et il y a encore des limites à lever que je voudrais quand même citer pour terminer. Il faudrait passer à des échelles génétiques beaucoup plus larges. Donc normalement on devrait être en mesure de le faire grâce à nos collègues généticiens qui nous offrent les variétés et les collections génétiques appropriées, et à nos efforts en termes de phénotypage, de caractérisation du comportement de ces variétés. Je pense qu'inclure la variabilité clonale, comme je l'ai évoqué, est un levier d'action aussi qui est potentiellement intéressant dans les zones où on cherche à maintenir une forte typicité. Et enfin, il faut continuer à démêler les interactions entre porte-greffe et greffons qui sont assez complexes et assez difficiles à étudier. Voilà, je vous remercie. Madame, autorisez une question au journaliste. Oui. À quelle échéance vous pourriez arriver des nouvelles variétés qui correspondent aux critères que vous recherchez? Alors, je pourrais faire une réponse à deux niveaux. La première échéance pourrait être assez rapide, puisque vous voyez qu'on a déjà l'information génétique sur laquelle on peut sélectionner les variétés existantes. Après, il faut réencépager, ça c'est une autre histoire. Mais on pourrait déjà caractériser les variétés existantes sur la base de l'information génétique qu'on a détectée là. Donc ça serait quasiment immédiat, classer les génotypes a priori sur leurs propriétés d'utilisation de l'eau. Donc ça serait déjà possible. Par contre, sélectionner des nouvelles variétés, ça prend un certain temps, mais finalement c'est le même temps que pour créer du matériel végétal sur d'autres critères. Donc c'est plutôt de l'ordre de la dizaine d'années, voire plus. Quoi. Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Non, mais c'était juste une remarque sur la structure de la plante elle-même. C'est vrai que de travailler sur la génétique, c'est important, et ça permet aussi de ne pas remettre en cause les process de production des plants. Ceci étant, on voit bien sur votre diaporama que la vigne est tronquée au niveau du pivot. Et je pense qu'il ne faudrait pas négliger, mais dans une recherche globale, d'étudier la plante dans son développement naturel, c'est-à-dire à partir d'un noyau ou d'une graine. Dans ce cas-là, la plante, elle crée des ramifications racinaires différentes qui lui permettent de plonger davantage dans le sol pour exploiter au mieux toute la potentialité du sol, y compris très en profondeur. Voilà, c'était une ouverture sur l'architecture végétale. Vous pointez sur une difficulté qu'on a eue lors de la mise en place de ces essais, surtout en conditions contrôlées, parce qu'au vignoble, là, on est en conditions greffées. Mais lors des conditions contrôlées, on s'est posé la question sur quel porte-greffe on met nos greffons, notre descendance entre Syrah et Grenache. On a fait le choix du porte-greffe le plus répandu dans notre région. Donc on a pris le 110 R. Et voilà, on n'a pas bougé de ça. Et tout le monde a le même porte-greffe. Mais on sait, d'après les travaux de Bordeaux, que si on change de porte-greffe, il y a une interaction entre les deux qui fait que le classement n'est plus tout à fait le même. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué d'aborder les deux en même temps. Ça va être vraiment une difficulté. Et peut-être qu'en complétant cette analyse avec la plante issue de noyaux ou de boutures, à la limite, peut-être, on aurait encore une information complémentaire qu'on pourrait combiner. Mais ça,
ça fait un gros volet à explorer là. Mais effectivement, c'est une difficulté. Merci Thierry.